Et bonsoir, bonsoir, merci d'être là. Soit en live, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de monde aussi après, ou alors en différé. Hello, c'est Swanat, j'espère que ça bug pas trop parce que au niveau technique, là j'ai eu quelques petits couacs, donc j'espère que ça va fonctionner. Ce soir, merci d'être là, c'est chouette. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Hello, coucou, Aphrodis. Ah, ça rappelle le pseudo de quelqu'un qui m'est cher. Peut-être est-ce cette personne-là. En tout cas, merci, c'est cool d'être là. Et attention, on est sur un nouveau décor. Bon, on dirait, j'ai démasqué peut-être. On est sur un nouveau décor. Attention, je m'applaudis parce que quand même, là, on est sur du level un peu plus... Voilà, on passe de tout noir à un petit peu de couleur. Je garde la touche de rose, d'ailleurs je fais un petit clin d'œil à Aphrodis, c'est pour toi le rose. Et puis, voilà, mais rien non plus de transcendant, parce que vous savez que moi et la technique, ça fait deux. Ouais, j'espère que vous allez bien. Une petite nouvelle aussi pour vous, ça y est, si jamais je peux faire la peinture au doigt. Eh ben carrément. Tu peux créer, tu sais, un petit décor et puis je le mettrai. Oui, une petite nouveauté, c'est que ça y est, j'ai ma chaîne YouTube qui est toute imparfaite bien sûr, mais elle a le mérite d'exister. Donc pour l'instant, vous pourrez y voir les rediffs des émissions, quelques extraits. Et bientôt, si tout va bien, mais à la technique, je serai aidée de mon ado, vous pourrez y voir quelques chroniques culturelles que j'espère un peu punchy, un peu dynamiques. Donc à voir, je vous en dirai un petit peu plus. Autrement, c'est comme tous les jours, on va parler culture et actualité culturelle de manière détendue, tranquille. Pas mal de choses à vous dire ce soir, alors je vais vous exposer le programme. On va parler... Alors oui, vous le savez peut-être que Jean-Paul Belmondo est décédé aujourd'hui, hein, j'ai entendu ça aux infos en revenant du travail, donc forcément on va en parler, mais pas ce soir, mais demain. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir demain matin plein d'articles qui vont en parler, là, de Bébel, voilà, même si vous n'avez pas forcément vu ces films, vous le connaissez, c'est sûr. Vous le connaissez, c'est sûr, c'est Jean-Paul Belmondo, il est décédé, et on en parlera demain, bien sûr. On fera un petit point sport, actualité sportive. Non pas que je sois une grande sportive, mais j'aime bien regarder le sport, et vous savez peut-être que hier, c'était la fin des Jeux Paralympiques, et il y a pas mal de choses à dire là-dessus. France 24 nous offre les meilleures photos des Jeux, donc on va voir ce que ça a donné en photo, c'est plutôt chouette. On va parler aussi d'un film qui va sortir là très prochainement au cinéma, un film de SF tiré d'un livre, un livre mythique de science-fiction qui s'intitule Dune, que je n'ai jamais réussi à lire, je l'avoue. C'est possible, oui. C'est pas la première adaptation au cinéma, c'est une nouvelle adaptation, a priori, succès assuré. On va en parler grâce au magazine Première. On va parler peinture et peintre de la Renaissance, on va parler de Botticelli, ce peintre voilà, très très connu de la Renaissance. Et puis aussi de ces œuvres qui font l'objet d'une exposition en ce moment à Paris. Alors même si vous n'êtes pas à Paris, vous n'avez pas à voir l'expo, on peut quand même parler de Botticelli, donc on va en parler. C'est pas ma spécialité à la Renaissance, mais je compte sur vous peut-être si vous y connaissez pour m'aiguiller. Mais j'ai trouvé un article intéressant dans le magazine Beaux-Arts parce que en fait on nous montre que Botticelli c'était finalement un féministe. Il avait une image des femmes, il représentait les femmes dans ses œuvres de manière un peu différente pour l'époque, et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on ira faire un tour dans le magazine Kezako qui s'intéresse aux ados, non pas les ados... Ah, on voit pas les commentaires sur l'écran. Ah mince. Ah attendez. Ah voilà, j'ai fait mon boulet. Oui, il faut bien que je fasse mon boulet un peu dans l'histoire, sinon ça serait pas marrant. Hein. Attention. Je suis en train de faire mes paramètres en même temps que vous, mais pourquoi j'ai à chaque fois des petits soucis avec ça? Hein, pourquoi? C'est à cause de mon fond et tout? Ça va pas du tout. Ah, attendez, hop. Bon, je sais pas si ça a marché beaucoup. C'est à cause de mon fond. Bref, c'est histoire de fond, de double écran, de machin. Je résoudrai le truc demain. On peut pas être parfait tout de suite. Alors, donc je m'excuse. Mais improvisation, je vais lire ce que je vois moi sur mon écran. Et je vais vous transmettre le chat en direct. Et ça va le faire quand même. Mais merci Siswannet de me préciser ça, parce que oui, c'est vrai, c'est logique. Mais en même temps, voilà. Pas grave, on les voit sur le chat. Bon, ça tombe. Je suis un petit peu pardonnée. Qu'est-ce que je disais? Oui, le magazine Kezako consacré aux adolescents les adolescents qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas connectés. On a plein d'articles sur les ados qui sont accros aux écrans, aux réseaux sociaux, et pas beaucoup d'articles sur les ados qui refusent d'y être ou qui n'ont pas envie.
et j'ai trouvé le dossier super intéressant parce que c'est un avis qu'on n'avait pas forcément beaucoup. Et en conseil culturel, on ira rapidement sur le site Lumni, qui est une plateforme éducative, et je vous présenterai la mini-série Les chemins de l'école, sur les chemins de l'école, qui est consacrée aux enfants qui vont à l'école dans le monde. Ben oui, là, allez, petit moment de culpabilité. Oui, vous les ados, vous râlez pour vous lever le matin, nanana, j'ai pas envie d'aller à l'école. Mais dans le monde, il y en a qui font 20 km pour aller à l'école. Pour eux, c'est un privilège, voilà. J'espère que je vous ai bien culpabilisé. Parce que ça nous montre qu'ailleurs ça n'a rien à voir et que c'est hyper impressionnant parfois et qu'il y a même des petites scènes qui sont très très belles à voir. Voilà, alors je vois que ça bug un peu sur mon image, donc je vais fermer 15 millions de choses que j'ai ouvertes, hein, parce que vous me connaissez, voilà, j'ai ouvert 15 millions de choses. Et puis ça ira peut-être un peu mieux et on part dans l'actu, je prends mes notes et je suis à vous tout de suite. Parler sport pour commencer le stream. Vous savez peut-être qu'hier c'était la fin des Jeux paralympiques. On avait lu un dossier, hein, c'était, enfin même deux articles et deux articles, c'était je crois 2 journaux différents, c'était Libération et La Croix, qui nous disaient qu'il y a de plus en plus de communication des Jeux paralympiques, mais c'était pas encore ça au niveau de la médiatisation et qu'il y avait beaucoup d'athlètes qui galéraient. Et en même temps, parallèlement, ils se donnaient à fond aux Jeux paralympiques. Et là, on a encore un super bon exemple de leur, comment on pourrait dire, de leur ténacité. Est-ce que c'est le bon mot que j'utilise? Je ne sais pas. Mais ils ont assuré carrément nos athlètes français. Ils ont remporté 54 médailles. C'est énorme. C'est 2 fois plus qu'à Rio il y a 5 ans. Et ils se classent, quoi, je crois, 14e, ce qui est vraiment super, donc bravo à eux. Et peut-être pour clôturer les Jeux paralympiques, pour finir le sujet, voilà, je voulais vous emmener sur le site de France 24 qui nous offre quelques photos, les meilleurs moments des Jeux paralympiques. Et c'est plutôt chouette, donc on va aller voir ce que ça donne, si ça fonctionne. Oui, ça va, ça fonctionne. Voici l'article, voilà les 10 images les plus marquantes des Jeux paralympiques. Il y en a eu. Ouais, voilà, une razzia de médailles pour la France. Voilà ce que je disais, bravo à nos athlètes parce qu'ils ont vraiment assuré. 54 médailles, dont 11 en or, 15 en argent et 28 en bronze. Voilà, c'est assez exceptionnel. Donc bien sûr, plein de photos, d'images de joie et ça, c'est super chouette. Après, il y a forcément aussi des photos qui font écho à l'actualité, notamment à ce qui se passe en Afghanistan. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, hein, voilà, il y a eu des athlètes afghans qui ont été exfiltrés in extremis pour les Jeux. Donc juste avant la prise de Kaboul par les talibans, il y a quelques temps maintenant. Puisque vous le savez, hein, voilà, les talibans ont pris Kaboul et nombre d'Afghans ont dû fuir dans des conditions dramatiques. Et c'est le cas de 2 jeunes athlètes afghans qui ont pu rejoindre Tokyo à temps. Presque à temps d'ailleurs. Donc il y a une alors c'est dur à dire, hein, taekwondoïste qui a pu concourir. Par contre, un sprinter est arrivé trop tard pour les séries du 100 mètres, mais il a participé au concours de saut en longueur. Ils n'ont pas remporté de médaille, mais ils ont pu vivre leur rêve jusqu'au bout. Je pense que pour eux, ça représentait beaucoup. Ils sont très jeunes en plus, hein, 18 et 26 ans, mais ils ne peuvent plus retourner en Afghanistan. Donc c'est une image assez forte finalement, qui fait écho à l'actualité. Le retour du sport adapté. Alors qu'est-ce que c'est que le sport adapté? Ce sport adapté, voilà, est centré autour du handicap intellectuel. C'est une minorité, hein, parce que voilà, c'est moins de 5% des sportifs paralympiques. Mais, alors je ne savais pas, mais il y avait tricherie de 2004, 2012, parce que voilà, le sport adapté avait été d'ailleurs exclu des Jeux paralympiques, donc c'est assez fou. Et les jeux pour voilà, le sport adapté a fait son retour là à Tokyo pour le plus grand bonheur de certains Français qui ont décroché 2 l'or au tennis de table, hein, comme la Française Léa Fernet, et en athlétisme, donc c'est assez fou. Alors il y a des critères de sélection qui ont été durcis, parce qu'après il y avait des scandales, je ne savais pas du tout qu'il y avait des scandales, mais ça a beaucoup impacté les Jeux paralympiques. Et ils ont pu concourir dans 3 disciplines, la natation, le tennis de table et l'athlétisme. Donc bravo à nos athlètes français.
Omara Durand, sacrée reine des Jeux, ben oui. Elle a remporté 400 mètres, le 100 mètres, et elle est atteinte de déficience visuelle. Elle est repartie avec l'or pour le 200 mètres. Hop, on passe la petite publicité. La Britannique Sarah Storey qui est rentrée dans la légende. 17e médaille d'or dans la course cycliste sur route, c'est assez fou. Là, on est sur des chiffres absolument hallucinants. Et palmarès de 37 titres mondiaux dans ces 2 sports de prédilection. Donc voilà, de la natation au cyclisme, elle est passée de la natation au cyclisme parce qu'elle a eu des otites chroniques. Enfin, du coup, voilà, battante jusqu'au bout. C'est un beau portrait de femme également. La collectionneuse de médailles Jessica Long, c'est assez fou aussi. 15 médailles d'or. Voilà, allez, tranquille. Marie-Amélie Le Fur, qui est une grande athlète française, mais qui fait ses adieux là aux Jeux. Je sais plus, ça fait combien de Jeux qu'elle fait, mais ça fait plusieurs. Hein. Mais elle va toujours être dans le comité maintenant paralympique, donc on va encore entendre parler d'elle. La voici. La Chine qui domine le tableau des médailles, ben oui, on en avait parlé, hein. La Chine c'est compète. En même temps, ça fait partie de leur nature. On a vu dans un article, c'est que voilà, ils font des jeux, les Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques, tous les sports, dès qu'il y a compétition, c'est à fond qui t'a mettre la pression. Parfois, ça fait même un petit peu peur. Hein. 207 médailles, donc 96 en or. La Chine reste le maître incontesté de ces Jeux Paralympiques. Bon. Je ne fais pas de commentaires, ce que j'ai dit, ça parle de soi. C'est assez hallucinant. Un triplé aussi en tennis fauteuil, aussi médaille d'or malgré des pneus crevés. Et on aime bien ce genre d'histoire qui mêle sport et solidarité, puisque il y a eu un athlète belge, Peter Guénin, je pense qu'on prononce comme ça, hein, qui a retrouvé son fauteuil mais vandalisé avant de partir pour le 100 mètres. Et alors 3 pneus crevés et un cadre endommagé. Enfin, ça me paraît dingue, mais bon voilà, ça s'est fait. Et voilà, tous s'y sont mis pour réparer le fauteuil au plus vite, notamment des Néerlandais, donc rien à voir avec la Belgique, hein, et des membres du service technique du stade, et il a fini par décrocher l'or. Donc si c'est pas une belle histoire, franchement, voilà, j'aime bien ce genre d'histoire, et ça nous montre que, ok, il peut y avoir des trucs bien moches, hein, comme saboter des fauteuils roulants, c'est possible, et en même temps il peut y avoir des beaux actes comme ça de solidarité, de fraternité, donc c'est plutôt chouette. Voilà, toujours dans le sport, une autre info, mais une mini-info en vrac, là, que je vous balance comme ça. Michel Platini, que je ne présente pas, voilà. J'ai pas vu exactement une catastrophe, mais quelle preuve d'humanité de l'aider. Nous dit Aphrodis, pour ceux qui ne voient pas le chat en direct, puisque vous le savez, au niveau de la technique, j'ai un petit peu bugué, comme souvent. Ouais, voilà, une cata, un truc bien moche, faut le dire, mais une belle preuve d'humanité derrière, donc heureusement qu'on retient ça au final. Et puis une médaille d'or pour lui, donc ça c'est chouette. Il a eu sa petite revanche perso. Michel Platini, là je le présente plus, et il décide, alors c'est un ancien footballeur, il est à la tête de... c'est l'ancien président de l'UEFA, et il a envie, mais il n'y a pas que lui. En tout cas, il veut inscrire le football au patrimoine culturel immatériel de l'humanité pour protéger l'esprit du football. Il faut savoir qu'il existe le patrimoine matériel de l'humanité. C'est l'UNESCO qui organise tout ça. Enfin, tout ce qui est concret, physique, ça peut être des œuvres d'art, ça peut être l'architecture, ça peut être des sites aussi, des sites archéologiques. Et il existe un patrimoine culturel immatériel aussi. On l'avait vu pour l'Afghanistan, on avait parlé de ces fameux poèmes chantés. Et ça c'est un exemple de patrimoine immatériel, donc on ne peut pas toucher, mais ça existe, ça fait partie de la culture d'un pays, d'une patrie, et il voudrait inscrire le football au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc après, voilà, il y a débat ou pas, parce que on sait qu'en fond, il y a quand même des questions... oui, ok, il y a le foot, mais il y a aussi des questions business, machin, stratégie. Donc ça fait débat, mais pourquoi pas. Ils sont en train de travailler dessus. Bon, ça va pas se faire tout de suite. Il y a 2 disciplines aussi qui sont inscrites sur une liste en attente, comme le yoga, l'alpinisme ou le tango, par exemple. Ouais, l'esprit du football est plutôt mal en point ces derniers temps. Oui, c'est Swanette, tu as raison, c'est vrai. On a beaucoup d'exemples pas très jolis. Voilà, des matchs qui se sont déroulés de façon pas très funky. Il y a beaucoup d'histoires d'argent derrière qui peut-être ternit l'image du football, qui ceci dit, voilà, c'est un beau sport. C'est vrai que le football, moi j'adore regarder le foot quand c'est beau, quand on pense pas à tout l'argent derrière, quand on pense pas aux enjeux, aux supporters extrêmes. C'est un très très beau jeu, c'est vrai. Peut-être que cette inscription, si elle est validée, permettrait de redorer un peu l'image du foot, parce qu'elle en aurait un peu besoin en ce moment, c'est vrai.
faire en sorte que ça reste un jeu et que ce jeu soit au-dessus de tout ce qu'il se passe. Donc c'est vraiment, ouais, c'est dans l'ambition de Michel Platini de redorer un peu le blason du football. Ouais, c'est ça. Ouais, le football, c'est une flamme, c'est un jeu, c'est une passion et je veux qu'il soit reconnu comme cela par l'UNESCO et pas pour tout ce qui est à côté. Et voilà. Aujourd'hui, il considère que le football est plus un grand show, un grand business, un grand Barnum qu'à son époque. On n'y peut rien, même si on essaye de protéger, c'est le système qui est plus fort que nous. Ouais, je trouve qu'il faut le faire de dire ça. C'est pas évident, hein. Surtout voilà, quand on s'appelle Michel Platini, de dénoncer ce qui arrive. Hein. Souvent, c'est un peu hypocrite, on n'en parle pas trop, voilà, ben lui, il parle vraiment des problèmes qui sont rencontrés, et ça serait peut-être une solution pour qu'on ait une autre image, donc pourquoi pas à suivre, mais voilà, ça va pas se faire tout de suite, hein, ça prend énormément de temps, donc à suivre, dans quelques mois, on en reparlera. Voilà pour le petit point sport, actualité sportive. Mais ouais, ça me donnait à cœur aussi de vous parler de ces Jeux paralympiques. On espère qu'ils seront davantage médiatisés parce que quel athlète français on a, franchement. Assez fou, assez dingue. Autre actu, une actu cinéma. Bientôt, je vais vous dire la date parce que ça y est, je ne l'ai plus en tête, mais je vais vous le dire après. Est-ce que je l'ai noté dans mon petit carnet de string qu'Oscar a magnifiquement gribouillé? Et là, quand même, je fais un petit clin d'œil à Aphrodite qui va peut-être m'analyser. Est-ce qu'en petite section, c'est pas beau ça? Regardez. Je sais pas si Aphrodite est toujours là, mais regardez. Le talent de mon fils, petite section. Et en tour, voilà. On lui met un petit verre en compétence. Merci Oscar. Donc, à travers ces gribouillis, j'arrive à me relire. Et est-ce que j'ai noté la film? Oui, Dune va sortir le 15 septembre. C'est un film qui est très attendu et qui va avoir du succès, assurément. Même si le cinéma a du mal à reprendre après tous ces confinements, après toutes ces restrictions. Je crois que c'est l'un des domaines culturels qui a le plus de mal à se remettre en marche. Après, il y a beaucoup de blockbusters en ce moment. C'est vrai que moi, je voulais aller au cinéma avec ma fille. Je me dis, allez, on va aller au cinéma et tout. Et puis, ouais, il n'y a rien qui me tente en ce moment. Mais voilà, on verra peut-être les prochaines sorties. Bah, beaucoup de Marvel, beaucoup d'action cet été. Alors, pas trop mon truc, donc on verra. Ouais, c'est un parfum Dune de Dior. Alors, je ne fais pas de placement de produit ici. Hein. Mais oui, c'est un parfum, effectivement. J'étale ma culture, mais non, t'inquiète pas, tu vois, et j'ai reconnu Dune de Dior, mais bien sûr, il y a plein d'autres parfums. Non, alors c'est surtout un roman de science-fiction mythique qui a marqué les esprits, les lecteurs, et qui date, hein, maintenant, je crois que c'est des années 60, il a été écrit en 1965, je crois, enfin, tout est dit dans l'article, hein, je vais pouvoir vous redire tout ça. Et voilà, le magazine Première qui est consacré au cinéma nous fait un topo du film qu'on va pouvoir voir si cela vous tente prochainement. Le voici. Donc ça c'est la une du magazine Première. Mais l'article sur Dune, il est un petit peu plus après. Je vais le retrouver. Attention, il est là. Voilà, cet article-là. Un roman de SF, oui, un roman de SF avec un résumé compliqué, donc je me suis aidée d'un site de librairie en ligne pour le résumer parce que sinon je vais m'embêler. Et c'est un livre que j'avais essayé moi de lire et je n'ai jamais réussi parce que c'est de la SF, c'est du space opéra, ça se passe dans l'espace mais c'est ça qui est bien en même temps, c'est très complet avec plein de peuples, enfin plein de stratégies, ça parle politique, religion, enfin c'est vraiment complet mais c'est assez compliqué à comprendre et quand on n'est pas habitué à de la SF, un peu dur. Je sais pas si Caronix va nous rejoindre ce soir, on lui en reparlera, mais lui il lit beaucoup de SF, donc certainement qu'il a déjà lu celui-ci. Donc voilà, s'il pourra nous faire peut-être un topo, c'est possible. Ouais, Dune, alors ça c'est un roman graphique, parce que ça existe en roman, mais en roman graphique aussi. Ouais, alors ça se situe dans un avenir lointain, c'est un peu comme la science-fiction, c'est-à-dire que ça se passe plus tard, au sein d'une tentaculaire et féodale société interstellaire. Donc, ouais, l'idée, c'est que c'est une société un peu comme au Moyen-Âge, avec une hiérarchie dans les personnages, dans les pouvoirs aussi. Et c'est la destinée d'un héros qui s'appelle Paul, à partir du moment où lui et sa famille acceptent le contrôle de la désertique planète. Il faut savoir que sur cette planète, il y a une épice qui est en gros hyper prisée. C'est comme de l'or, quoi. Et qui fait bien des envieux parmi les peuples parallèles. Et du coup, il va y avoir des stratégies, de la politique, des histoires de pouvoir, forcément aussi de famille, d'amour aussi.
mais c'est un roman qui a eu énormément de succès. Et là, on va s'intéresser au film qui va sortir donc le 15 septembre. Que nous dit l'article? Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Alors voilà, avec cet acteur, mais qui est tellement aimé des jeunes, voilà, à mon époque, à l'époque d'Aphrodise aussi, on aimait Leonardo DiCaprio, quoi, qui revient encore Leonardo DiCaprio avec Titanic. Les jeunes revoient Titanic, mais ils sont déçus quand ils constatent que Leonardo DiCaprio a vieilli, hein, il n'a plus la même tête qu'il y a 20 ans, mais ça a eu du succès. Mais en gros, si on pouvait comparer, c'est le Leonardo DiCaprio d'aujourd'hui. Timothée, comment il s'appelle, son nom de famille? Ah, j'arrive pas à le retenir. Chalamet, c'est facile à retenir en plus. Bref, c'est l'idole des jeunes, donc le voici. Donc ils ont choisi la facilité, peut-être pour attirer les jeunes aussi, en tant que héros. Une autre actrice, moi, que je connais pas là, on va le voir plus tard. Ouais, alors c'est un roman de SF de Frank Herbert, aussitôt culte dès sa sortie. Et après, il y a eu un cycle de romans qui lui ont fait suite, déployant sur plusieurs millénaires une intrigue mélangeant manipulation religieuse, politique, écologique et mystique. Et c'est assez précurseur, je crois, de ce qui se passe aussi aujourd'hui, parce que des questions d'écologie, voilà, de ressources qui peut-être à l'époque paraissaient un peu éloignées de la réalité, mais aujourd'hui on est en plein dedans, donc c'est assez précurseur, mine de rien. Mais comme souvent la SF, hein, la SF souvent analyse des choses, et il y a même des militaires qui font appel à des auteurs de SF pour créer des scénarios qui, a priori, pourraient se produire dans le futur, qui sont quand même souvent des scénarios catastrophes, mais sont intimement liés, hein, militaires et puis et auteurs de SF. Bref, une histoire de guerre intergalactique, mais pas comme Star Wars, hein, c'est pas du tout la même chose. Alors, il y a plein de films qui devaient voir le jour, qui n'ont jamais vu le jour. Ridley Scott devait le faire, jamais vu le jour. Alejandro, je le dis, attention à l'espagnol, hein, Jodorowsky devait aussi en réaliser un, je crois qu'il est auteur de SF aussi lui-même. Ça n'a pas vu le jour. David Lynch en a réalisé un, et ils nous disent un film à moitié réussi ou à moitié raté, mais pour ceux qui connaissent David Lynch, c'est vraiment barré, quoi. David Lynch, c'est un réalisateur, il a fait quoi? Il a fait Mulholland Drive, il a fait aussi la série Twin Peaks. Et il est barré, hein. Il est barré, c'est complètement spé, c'est un univers un peu magique, un peu onirique, mais on comprend pas tout, hein, généralement. Et c'est vrai qu'il était bien, ouais, bonne position pour... je trouve que c'était bien qu'il fasse Dune, mais c'était, voilà, on n'a pas tout compris au film et à son adaptation. Et les fans de Dune du roman n'ont pas trop adhéré au film, donc ça a fait un peu un flop, faut se le dire. Des jeux vidéo sur Dune, des jeux de plateau aussi, de séries télé oubliées, on ne savait pas du tout. Dune, c'est l'anti-Star Wars, nous dit l'article, un univers de SF en forme de fascinant trou noir, avec des esprits obsessionnels pour les broyer. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'univers de Star Wars, on est dans un univers beaucoup plus noir. Ouais, donc c'est un peu l'anti-Star Wars, on va dire ça comme ça. Bref, blockbuster assuré. Hein, ça c'est sûr. Par qui? Ça va être réalisé par qui? Par Denis Villeneuve. Alors il a fait un nouveau Blade Runner. Il a fait Sicario, je crois, Contact. Bref. Et il s'est aidé... Ah ouais, c'est... Ouais, Eric Roth, non c'est ça, co-scénariste de Villeneuve, qui a notamment fait Forrest Gump. Voilà, vous connaissez Forrest Gump. Bref, des grands noms pour adapter ce chef-d'œuvre. Alors qu'est-ce que c'est? Un space opéra. Qu'est-ce que c'est space opéra? C'est de la SF qui se passe dans l'espace, et c'est vraiment ça. C'est de la science-fiction, de la fantasy à sa manière. Le roman, il est sorti dans les années 60, c'est ça qui est assez fou. Et tout le monde l'a lu à l'époque. Faut vous dire qu'à l'époque, il y avait peu de SF comme ça. Donc ça a eu beaucoup de succès, et surtout ça s'est jamais vu, quoi. Et c'est dans un moment en plus où aux États-Unis c'était la période un peu hippie, donc on retrouve un peu le peuple hippie avec les Fremen qui est le peuple de Dune. Donc c'est comme une petite représentation de la société américaine à l'époque. C'est un bon topo, un peu métaphorique de ce qui était la société américaine à l'époque. Donc c'est plutôt chouette aussi si vous voulez le lire de cette manière-là.
Et puis le nouveau film, ça va pas être comme David Lynch où c'était un peu barré et tout. Là, ça va être vraiment carré, quoi, avec des designs actuels. Hello Caronix! Et ben justement, je parlais de toi juste avant. On se disait, ah, j'espère que Caronix va venir. Pourquoi? Parce que on parle de Dune et de SF. Alors peut-être, comme tu dis beaucoup de SF, que tu as lu Dune et tu sais que le film va sortir prochainement. Donc voilà, si jamais tu as lu Dune, n'hésite pas à nous en parler. Mais si tu nous as manqué, parce que justement je parlais de Dune et je me dis, mais là il nous manque Caronix pour la touche SF notamment, puisque Caronix a un blog sur lequel il chronique pas mal de choses, pas mal de livres, SF, science-fiction, fantasy aussi. Ah, ça donne pas trop envie, mais mince, j'allais dire un gros mot, mince, ah mince. Je me suis dit, ah, peut-être tu pourras nous donner ta petite touche et tout. Ouais, après, c'est du space opéra, je sais pas si c'était trop space opéra quand tu lis de la SF, mais voilà, bon, après, c'est vrai que c'est un classique. Moi, j'avoue, c'est ce que je disais, j'ai essayé de lire et j'ai pas réussi. Trop compliqué pour moi. D'une et de deux. Ah, attention, parce que, attention, il va y avoir une bataille Caronix-Aphrodite, parce qu'il faut savoir que Caronix, c'est quand même le roi de la vanne. Mais vraiment, il a plein de vannes qui nous balancent dans le chat. Alors là, j'ai bugué un petit peu au niveau de technique. On voit pas trop le chat qui s'affiche là sur mon écran. Mais peut-être que vous l'avez à côté sur vos propres écrans. Mais voilà, je balance les vannes. Je balance les vannes. Le roi de la vanne, la vanne de France. Mais attention, attention. Là, il y avait une bataille de vannes. Double joke. Ok. Non, ça va trop vite pour moi. Là, je suis perdue. Excusez-moi, mais là, je suis perdue dans les vannes. Bref. Et ben voilà, là ça va être un film, c'est le blockbuster. Après c'est ça qui est un peu dommage, c'est que j'ai l'impression que tout ce qui sort au cinéma, les gros blockbusters, ils se ressemblent. C'est vrai qu'ils se ressemblent tous. C'est le même design hyper carré, c'est les mêmes effets spéciaux, c'est limite le même scénar, c'est les mêmes acteurs. C'est l'impression que c'est tout formaté comme ça. Et ok, c'est pas le Lynch avec son truc barré, mais du coup peut-être que ça va manquer un peu d'âme. Donc on verra si c'est le cas, mais voilà. En tout cas, ça va être un truc bien formaté, blockbuster, pour que ça ait du succès. Voilà. Il va y avoir des films d'action. Ben ouais, c'est ce que nous dit d'ailleurs l'article. En même temps, combo x2. Hey, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Et j'ai quoi? J'ai un following. Merci, c'est trop cool. Triple joke. Ah là, vous m'avez perdu, mais j'arrive plus. Juju est tombé dans les vannes en allant à vannes, en voyant les vannes d'eau. Voilà, là. C'est dommage que ça bug, que mon chat il défile pas. Il faut absolument que je résoudre. Mais mettez-moi des claques virtuelles, ça va pas du tout. Que je résolve, bien sûr, la chose pour demain, mais là ça va pas. Ah, attention. Ouah. Allez, clac. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que nous dit l'article? Ben ouais, à une époque où les auteurs n'existent plus dans le monde du divertissement hollywoodien, c'est vrai qu'on peut faire cette critique, c'est vrai, où les scènes d'action des films Marvel moulinent sur ordinateur avant même l'arrivée des réalisateurs, mais tellement. J'ai l'impression que si c'est pas des Marvel, ce sont des films qui ressemblent aux Marvel, avec des super-héros, et il y avait eu que ça cet été, j'ai l'impression que c'est que ça, c'est vrai. Là, je pousse un petit coup de gueule, il manque un peu d'âme dans les films là, qui sortent au cinéma. L'immense Dune peut-il représenter l'espoir d'un blockbuster d'auteur? Peut-être. Et qu'est-ce que ça nous dit? Je crois que tous les réalisateurs sont des auteurs. Ah, il nous fait du blabla, le réalisateur. Bref. Certains scénaristes protègent beaucoup leur travail et insistent sur leur statut d'auteur, mais à l'arrivée, ce sont les réalisateurs qui prennent les décisions. Donc en gros, bah non, ça va pas être un blockbuster d'auteur, c'est sûr. Je fais ma blague et j'ai eu plus 400 points de chaîne. Bah oui, mais bon. Après, t'es le roi de la vanne, donc c'est mérité, hein, Caroline, c'est mérité. Un film de star sexy. Alors oui, voilà, comme je vous l'ai dit, ils ont choisi l'acteur phare, tant aimé des adolescentes d'aujourd'hui, Timothée Chalamet, qui est plutôt un bon acteur. Hein. Moi, je l'ai vu dans l'adaptation des 4 filles du Docteur March, qui était un bon film que j'ai vu avec ma fille au cinéma, d'ailleurs. Parce que moi, j'ai... Allez, un amour pour les 4 filles de Dr. March depuis que je suis petite, ça m'a trop marqué et c'est vrai que c'était bien dans ce film, il est bien. Bon, c'est pour attirer un petit peu la chose, mais ce qui est bien, c'est que il va avoir un rôle un peu sympa, ok, c'est le rôle d'un gamin qui a 17 ans, voilà, le hérotype, mais à 17 ans, quand on devient prophète, et ben c'est un petit peu compliqué parce qu'on a tout sur ses épaules, c'est une sacrée responsabilité, tout ça, et c'est un peu la rockstar, quoi. Ça va être le prophète, l'élu, mais en même temps, il va devoir gérer ça, donc voilà, il va avoir le statut de rockstar dans le film. L'acteur phare à paupières
qui fait de l'ombre d'ailleurs, même si ce n'est pas une lumière. Hein, je vous lis les blagues de Charonix, non mais là, il y a trop du level là, je suis impressionnée. Prototype industriel, ouais, forcément un petit peu, donc à voir. Ce qui est important, ce qui est intéressant aussi dans l'article, c'est ça, ce petit encart sur le héros. Et en fait, je savais pas, il y a une sorte de bible qui est lue par tous les réalisateurs et les scénaristes hollywoodiens, qui a été écrit en 93 et qui s'intitule, attention, je vais lire le titre original en anglais, The Writer's Journey, qui est un ouvrage de Christopher Vogler et qui en gros a été traduit sous le guide du scénariste, qui est le guide du scénariste. Et apparemment, c'est une bible pour tous les réalisateurs et les scénaristes hollywoodiens notamment, puisque dans ce guide-là, vous avez plein de conseils pour mettre en scène le héros. Et ce livre-là, voilà, tous ces blockbusters avec le héros qui remplit les conditions du héros, le portrait du héros, qui doit mener plein d'épreuves. À chaque fois, c'est le même scénar et puis on le doit à cet auteur-là, Christopher Vogler. Et là encore, on dit que oui, ça va être un petit peu ça, encore une fois. Mais c'est intéressant de savoir que finalement, beaucoup ont été inspirés par cette Bible-là, c'est assez fou. Par exemple, Christopher Vogler, il a beaucoup aidé des scénaristes, ceux qui ont fait, notamment les Disney, Aladdin, Le Roi Lion, Mulan, on le doit à Christopher Vogler. Fight Club aussi. Ah, Fight Club. Fight Club, c'est le film du lycée, tout ça. J'avais trop aimé ce film, d'ailleurs, c'est un roman. Mais par rapport au film, ça diffère un peu. Il a bossé sur Je suis une légende, voilà. Et on peut dire aussi que, voilà, là, le film va reprendre les grandes étapes du héros, voilà, la description du voyage d'un héros face aux épreuves du monde pour le transformer, se transformer lui-même, voilà. C'est un peu ça. Bien sûr, ça s'inspire aussi des mythes anciens. Si vous remontez à l'Antiquité, vous pouvez vous appuyer sur les grands mythes, avec Ulysse, avec Lancelot aussi, tous ces héros très très longtemps, mais des textes classiques forcément répondent aussi à leur manière au portrait du héros tel qu'on peut le voir dans les films. Voilà, c'est plutôt intéressant cet encart. Après, on va pas forcément s'y attarder, hein. Je vais pas vous perdre non plus. Déjà que moi je m'y perds un peu puisqu'on est quand même souvent quand je bosse dans des streams de l'impro, hein, puisque quand même j'ai un boulot, donc ok, je relis mes streams le midi puis je les prépare le matin puisque je me lève assez tôt, mais ça reste quand même un peu improvisé tous ces streams quand il y a jour de boulot, hein, c'est un peu ça. Tu me tends une perche, me dit Carnet, que je la prends moi et je la mange même la perche. Voilà. Ah ben ouais, mais après on est sur des beaux homonymes, c'est ça. Et plutôt pas mal, Caronix. Bravo. Ouais, il est déchaîné, Caronix, on le voit pas, ça apparaît pas. Mais voilà, en forme. Est-ce que du coup tu as repris un petit peu de poil de la bête, Caronix? Un petit peu le moral et tout, puisqu'on sait que tu as eu une semaine difficile la semaine dernière. J'espère que ça va un petit peu mieux. De quoi on va parler? On va parler peinture, art, et on va parler de Botticelli, qui était un grand peintre de la Renaissance. Moi, j'avoue que c'est pas ma spécialité, hein, la Renaissance au niveau de l'art, mais j'ai potassé quand même un petit peu le sujet. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il va y avoir une exposition consacrée à ce peintre qu'il faut connaître, hein, même de nom, voilà, même si c'est pas trop votre kiff, hein, le genre d'œuvre de la Renaissance. Moi, c'est vrai que c'est pas ce qui m'attire le plus. C'est bien de connaître un peu ce qu'il a fait, pourquoi il a marqué son époque, pourquoi il était un petit peu à contre-courant finalement de ce qui se faisait aussi à l'époque. Pour ça, plusieurs choses. Un article sur le site de Beaux-Arts Magazine et le magazine Beaux-Arts aussi, qui nous raconte que ce peintre, il y avait des facettes encore méconnues de ce peintre et qu'il était quelque sorte un peu féministe, puisque les femmes dans ses œuvres étaient représentées d'une manière qui n'était pas courante à l'époque. La bête, ouais, la bête. Dans le magazine des Beaux-Arts, c'est le bazar. Ouais. Ok. J'arrive pas toujours à rebondir après sur les vannes, mais bref. Et on va pouvoir s'intéresser à ce magazine-là, à Botticelli aussi. Alors, je vais déjà me connecter à l'article plus précisément. Ce serait bien. Ça, c'est la une du magazine. Mais l'article qui nous intéresse, il est là. Le voici, le voilà. Avec notamment ce portrait de jeune femme aussi, on va le voir après. C'est vrai qu'après, c'est pas trop mon kiff l'époque, mais on peut pas nier quand même
c'est fou, les précisions, le détail, c'est assez dingue. Et les regards, quoi, les regards. On pense souvent Renaissance, on pense bien sûr à Léonard de Vinci avec la Joconde et voilà ce regard hyper expressif. Quand même en panique à cette époque-là, ils avaient quelque chose d'assez fascinant dans la manière de retranscrire les émotions dans les portraits. Ouais, c'est bien Caféine. Hugo Décrypte, hein, si vous connaissez pas Hugo Décrypte, c'est super chouette. C'est un jeune, je parle comme si j'étais vieille, mais il est beaucoup plus jeune que moi aussi, mais qui est là depuis plusieurs années, hein, qui décrypte l'actu, et bien sûr vous pouvez le voir en stream, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, il a des émissions, et c'est plutôt pas mal. Alors là, il a un partenariat avec Caféine aussi, plutôt bien. C'est de l'actu, mais vraiment vulgarisé, et il la rend très simple à comprendre, donc ça c'est vraiment plus, c'est vraiment bien. Alors avant de souscrire, hein, je vous donne quand même une petite info. Parce que en fait moi j'ai pas souscrit à Caféine. Hein. Je suis inscrite à une bibliothèque municipale. Et c'est souvent le cas de plein de personnes. Et puis si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le faire. Souvent c'est gratuit hein, quand c'est la bibliothèque municipale de votre ville. Et en fait vous avez accès à Caféine via le site de la médiathèque dans laquelle vous êtes inscrit. Donc ça coûte genre 0 € si vous êtes inscrit à la bibliothèque. Je vous le dis parce qu'en fait on ne le sait pas, mais moi si je me connecte là, c'est via mon compte de médiathèque. Donc voilà, n'hésitez pas avant de souscrire parce que vous pouvez économiser un petit peu, c'est plutôt pas mal. Et il y a une offre absolument incroyable en revue numérique. Tous les domaines, par exemple moi j'adore la cuisine, ben je chope mes recettes là-dedans, voilà, il y a de la jeunesse aussi, donc c'est vraiment super chouette. Donc vraiment, peut-être même avant de souscrire, demandez à la médiathèque s'ils ont un partenariat avec Caféine, mais c'est très souvent le cas. Et là, vous me direz merci, vous aurez économisé, et puis vous aurez un accès directement à Caféine. Après, je peux me permettre... Ah, je sais, je me dis que je peux me le permettre. Ah, c'est 10 €. Ah, écoute, je sais pas du tout. Je sais pas du tout combien c'est, Caféine. Si c'est 10 €, ouais, ça va. C'est pas... On peut se le permettre éventuellement, sachant que le prix d'une revue, en général, c'est quand même assez élevé. Hein. C'est au moins 5-6 €. Surtout si vous prenez des revues dans lesquelles il y a peu de pubs et du coup qui sont peu rémunérés par les publicités. C'est pour ça que les magazines féminins sont souvent 1,50 €, 2 € parce qu'il y a énormément de pubs, donc c'est pas cher. Mais par exemple, les magazines spécialisés tels Beaux-Arts, il y a peu de pubs, vous êtes vite à 6 €. Donc finalement, mettre 10 € par mois, ça vaut le coup en fait. Hein. C'est vrai. Bah ouais, c'est clair. Ça fait cher le café. Ouais, caféine. Pourquoi ils ont mis... Ouais, café. Moi j'aime bien le nom, c'est plutôt... On retient bien, c'est plutôt chouette. Bref, alors voici l'article hein, sur Botticelli, mais avant même d'aller de nous plonger dans l'article, on peut... Alors je suis un peu perdue. Voilà. On peut guetter le site même de Beaux-Arts Magazine qui nous présente Sandro Botticelli en 2 minutes et ça c'est cool. Voilà. Comme ça on se perd pas dans Wikipédia avec des pages et des pages et des pages. J'ai rien contre Wikipédia, souvent je consulte, hein, mais là j'avais regardé Botticelli et là compliqué. En plus on a envie de cliquer sur tout, il y a plein d'hyperliens. Là 2 minutes, c'est top chrono et c'est super chouette. Peintres de la Renaissance, il y en a d'autres, hein, des peintres de la Renaissance. Hein. Il y a bien sûr de Vinci, Michel-Ange, Raphaël aussi. Botticelli vient juste après, mais il mériterait d'être aussi connu que les autres. C'est l'auteur, les dates, 1445-1510, auteur de l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire, La naissance de Vénus, on va le voir juste après. C'est un peintre majeur de la Renaissance, et un protégé de la famille de Médicis. Je ne sais pas si vous voyez, vous situez la famille Médicis, mais c'était une grande famille de la Renaissance italienne. Voilà, qui a un grand pouvoir, bien riche, et puis on a des reines hein, avec la famille Médicis, des reines de France, hein, Catherine et Marie de Médicis aussi. Bref, une famille assez connue, donc c'était plutôt cool pour lui, hein, que ça soit le protégé de la famille Médicis. Sa quête esthétique, on se rapporte au beau, hein, voilà. Un type féminin idéal, et c'est ça qui est intéressant dans son œuvre, c'est qu'on ne le sait pas forcément, c'est voilà, la femme est embellie, on a une image de la femme qui est un peu autre, et on va le voir à travers des différents exemples. La Renaissance, c'est un peu un retour au classique, on s'intéresse à nouveau à la littérature grecque, à la littérature antique, romaine, on s'intéresse aussi à l'art antique et c'est un peu un renouveau de ce qui est classique. Et forcément, Botticelli, il est là-dedans. Donc, voilà. Il a participé à quelques-uns des plus grands projets décoratifs de son époque. Hein, il a quand même fait... il a participé à la chapelle... décorer, c'est pas vraiment le mot qu'il faut, mais la chapelle Sixtine au Vatican. Voilà, quand même. Donc...
peut pas nier quand même qu'il ait marqué son époque. Il a vu le jour à Florence. Ben ouais, Florence, mais j'aimerais tellement y aller un jour. C'est le berceau de l'art. Voilà, berceau de l'art en Italie, bien sûr. Il vient d'une famille modeste et c'est un surnom en fait, hein, Botticelli. Ça viendrait du patronyme de son premier maître qui portait le nom de Botticello. Voilà. Il n'était pas le seul vu qu'il était 16 et qu'ils étaient 16. Ah, bien trouvé, Caronix. Il a été reconnu à l'âge de 20 ans, ce qui est assez tard pour l'époque, hein, finalement. Il a rencontré plein d'autres artistes, bref. Souvent, les peintres passent par des ateliers, par des grands maîtres. Lui, il a ouvert son propre atelier après, grâce au soutien des Médicis. Donc, c'était cool plutôt d'être soutenu par eux, parce qu'il faut quand même un petit peu d'argent pour ça. Il était proche des humanistes. C'est vrai que toute son œuvre, elle est empreinte de beaucoup d'humanisme, mais c'est aussi propre à la Renaissance. Alors, il est appelé par le pape sur le chantier de la chapelle Sixtine. Donc, il n'allait pas dire non. Pas dire non au pape, hein, sinon je pense qu'en plus il aurait un petit peu mal pris. Et bien sûr, il a produit à cette époque 2 œuvres qui le rendront célèbre, Le Printemps, la naissance de Vénus. Il a bossé aussi sur l'illustration de la Divine Comédie de Dante. Voilà. Les œuvres clés, et voici la Madone du Magnificat. Voilà, ça représente la Madone à l'enfant. Et on a déjà aussi, voilà, on a les 2 personnages qui tiennent une grenade, c'est signe de la passion, souvent présent dans les œuvres de Botticelli. Il y a beaucoup de choses à étudier dans les œuvres, il faudrait passer des heures et des heures sur l'étude des œuvres, mais vous avez forcément plein de symboles, plein de choses à analyser. Mais on a aussi le thème de la Vierge au livre, qui fait l'objet d'une autre représentation par le peintre, un format plus classique, mais voilà. Et vraiment la douceur aussi, la douceur revient beaucoup dans ces œuvres. Le Printemps, c'est peut-être l'œuvre la plus connue, tirée du texte poétique Les Métamorphoses d'Ovide. Voilà, la Renaissance, ça s'inspire beaucoup des textes classiques. Et Les Métamorphoses d'Ovide, c'est quand même une référence en la matière. Et on a une représentation allégorique, c'est-à-dire sous forme d'images, qui mélange mythologie et iconographie religieuse, avec un personnage principal, Vénus, qui apparaît souvent, qui apparaît dans l'attitude de la Vierge, dont elle porte les couleurs. On a ça, et puis, bref, ça nous parle aussi de l'amour spirituel, idéal, et l'amour charnel, naturel. Une opposition fréquente dans les œuvres de la Renaissance. La naissance de Vénus est très très connue aussi, l'une des plus célèbres au monde. Vénus est la déesse de la beauté, allégorie de la fécondité universelle. Le temps qu'il a mis à le produire, je pense, j'ai analysé ça comme ça aussi. Sachant que oui, voilà, voilà, quand on voit l'ampleur du truc. On n'a pas les dimensions en plus, mais ici, est-ce que j'ai peut-être les dimensions? Mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est assez dingue. 203 x 314 cm, donc là on est quand même sur des dimensions assez incroyables, donc il faut beaucoup de temps. Ouais, je pense que c'est ça, c'est le temps qu'il a fallu pour peindre. Et puis voilà, on est entre mythologie, iconographie religieuse, mais souvent aussi à la Renaissance. Vénus, voilà, c'est la Vénus pudique, voilà, c'est ça. Et puis le modèle, ça aurait été qui? La maîtresse de Julien de Médicis. On va le voir qu'elle a été représentée aussi dans d'autres œuvres du peintre, et c'est l'objet, non, c'est pas du tout suisse cet article-là, c'est l'objet de l'article aussi. Ouais, quand même, bah oui, ouais. Mais c'est hyper impressionnant, c'est assez dingue. L'article nous parle de cette expo qui est attendue parce que il n'y a pas eu tant finalement de rétrospective des œuvres de ce génie florentin. Il y en a eu quelques-unes, mais c'est pas forcément l'artiste qu'on met le plus en avant par rapport à De Vinci, à Michel-Ange, à Raphaël. Voilà, il passe souvent au second plan, ce qui est dommage d'ailleurs, c'est ce que nous dit l'article. Mais maintenant, il y a vraiment un enthousiasme du public moderne, c'est ce que nous dit l'article, qui le tient désormais au rang incontesté des artistes les plus fascinants. Donc, voilà. Et puis, qui dit fascinant dit en chair qui s'envole, donc oui, c'est vrai. Ça fait partie aussi de son succès moderne. Ouais, bon, l'expo, si vous avez l'occasion un jour d'aller la voir à Paris, c'est ce que nous dit, c'est qu'il y a quand même plein de chefs-d'œuvre emblématiques qui ont été transportés. Et je vous le souligne parce que c'est hyper rare d'avoir au même endroit autant d'œuvres emblématiques d'un peintre connu à son échelle. Et ça, c'est vrai qu'il faut le reconnaître.
Bon, c'est un entrepreneur aussi, c'est pour ça que ça c'est une facette qu'on connaît moins, mais je vais passer là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Mais en gros, il savait se vendre. Hein, il savait se vendre, il savait vendre ses œuvres. Et souvent, il y avait des riches quand même, hein, des riches des riches, pas industriels, c'est pas du tout le mot, c'est anachronique ce que je dis. Il y avait des riches qui lui passaient des commandes et du coup, il négociait avec eux pour créer des œuvres et il répondait aux commandes, c'est ça. Après pour ton live, ah bah oui carrément. Eh ben Caronix n'hésite pas pour après ton live. Mais oui, pas de souci, Caronix n'hésite vraiment pas. Après si je regarde pas tout de suite, il n'y a pas de souci. Je regarde plutôt au début de soirée quand les enfants sont, enfin mon enfant parce que la grande elle se couche après, est couchée. Mais oui, pas de souci, tu peux envoyer un MP bien sûr. Voilà, il fallait souligner ça. Et ce qui est important aussi de relever dans cette expo et qu'on connaît moins chez Botticelli, c'est qu'il était en quelque sorte pas féministe, mais en tout cas il aimait représenter la figure féminine dans ses œuvres de manière un peu nouvelle par rapport rien qu'à son maître, hein, par exemple Filippo Lippi. Déjà aussi les vêtements qu'elle porte, il aime bien représenter les femmes avec une sorte de grâce un peu ondulatoire, on le voit avec différents vêtements comme celui-ci, celui que je vous montre là, ou même carrément des vêtements transparents comme ceci. Et la femme, elle est vraiment dominante dans son œuvre. C'est pas du second plan, quoi. Par exemple, là, dans Pallas et le Centaure, on voit la femme dite botticellienne qui est dominante, qui maîtrise la bestialité et la force. Là, on voit c'est un centaure, hein, par la douceur. Et en fait, sa beauté, sa douleur l'emporte sur la rudesse des temps anciens. C'est un peu le message qu'il veut faire passer, mais on le voit un peu partout. La femme est vraiment dominante. Là, c'est une autre œuvre, le Jument de Paris. Et vous avez Héra, Athéna et Aphrodite qui revendiquent la pomme de la discorde. On a Aphrodite qui est représentée sous les traits de cette fameuse Simonetta Cataneo qui revient dans beaucoup d'œuvres de Botticelli et qu'on voit aussi, je crois, ici. Voilà, et je trouve ce portrait magnifique. Autant c'est pas trop l'époque que j'affectionne tout particulièrement, mais cette œuvre elle est juste magnifique. Je trouve l'expression du visage, ça m'impressionne. Là, dites la belle Simonetta. Alors, il faut savoir que c'était la cousine par alliance. Attention, on est dans des tours et des détours dans les familles et tout. Cousine par alliance du navigateur Vespucci, hein, qui a donné son nom à l'Amérique. Souvent, on croit que c'est Christophe Colomb et tout, mais avant lui, il y avait un autre navigateur qui s'appelle Vespucci, qui a découvert avant Christophe Colomb l'Amérique. Si je dis pas de bêtises, j'avais lu un article là-dessus. Et en fait, elle était devenue l'emblème de la beauté dans les cours italiennes. Et lui, c'est vraiment le peintre Botticelli, c'est le peintre qui l'a plus représenté, avec vraiment une délicatesse, voilà, l'élégance du vêtement. Il y a vraiment l'importance du vêtement dans son œuvre. Et c'est une figure vraiment originale par rapport à l'iconographie un peu religieuse de l'époque, de représenter la femme ainsi. Mais c'est vrai que ce portrait est juste assez fou. Et à chaque fois, la femme dans ses œuvres, c'est 3 figures dominantes. Soit la Vierge, soit la déesse, soit l'héroïne assassine. Ouais, c'est ce qui nous est dit dans l'article. J'essaie de zoomer un peu. Et maintenant, c'est Julienne qui est devenue la norme de la beauté. Ah, merci Caronix, merci. La norme de la beauté, oui, merci. Non, je rigole. Non, bien sûr que je suis modeste, mais je prends les compliments, hein, c'est gentil Caronix. Sans vanne ni rien, donc c'est sympa. 3 figures, et il s'emploie à se montrer indifférent à la séduction de ses sujets. Peut-être est-il réellement indifférent aux femmes, hein, qui sont chez lui assez pudiques, lointaines, un peu farouches, voire dédaigneuses. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que nous dit, c'est la féminité sous un nouvel angle. Et il faut savoir qu'il vit Botticelli dans un contexte où ce sont souvent les hommes qui gouvernent le monde de la beauté. Et oui, à la Renaissance. Et toute sa carrière, c'est vraiment un jeu habile pour fournir des prêtres qui entendent s'accaparer la broderie sur leur chasuble, un drapeau coquet et tout ça, ou des dirigeants qui lui achètent drapeaux et ornements. Et donc ce nouveau tournant aussi dans la façon de représenter la féminité dans son œuvre. Voilà. On va finir peut-être par cette fameuse œuvre, hein, le printemps, qui est là. Et je crois qu'il y a la Vénus aussi qui est ici, mais on l'a vu juste avant aussi. Voilà, Vénus est ici. Toutes les femmes, sa beauté virginale, et si elle attise le désir, c'est sans l'intention de le susciter, c'est vrai. Et on retrouve la Madone à l'enfant aussi, toujours avec cette tendresse. En même temps, l'amour maternel qui profane, unit les personnages d'une tendresse que l'art avait méconnue jusque-là. Donc il était finalement assez précurseur
à l'époque, hein, par rapport à ce qui se faisait à la Renaissance. Et je trouve que l'article était assez intéressant. Alors il est un peu poussé parce que, ok, Beaux-Arts Magazine, c'est un magazine revue de vulgarisation, mais parfois c'est quand même poussé, ça suppose de connaître déjà pas mal de choses du peintre, c'est pour ça que je suis allée voir juste avant l'article sur leur site internet qui nous permet déjà d'avoir une base, parce que c'est pas facile quand on se plonge dans les articles comme ça si on n'est pas déjà un peu adepte du truc. Mais c'est plutôt pas mal, il faut s'y intéresser aussi. Et c'était l'occasion pour moi de vous présenter et de potasser un peu Botticelli, parce que je connaissais pas tant que ça, à part deux noms et quelques œuvres par-ci par-là, mais voilà, c'était l'occasion pour moi de vous le présenter. Voilà ce que j'ai retenu. Demain, forcément, dans l'actu, on parlera de Belmondo. Bah oui, Jean-Paul Belmondo qui est décédé aujourd'hui. Bébel, ouais. On en parlera demain, à mon avis, il va y avoir beaucoup d'articles sur le sujet et des articles magnifiques, je pense. Dès qu'il y a un hommage à quelqu'un qui est décédé, qui a marqué son temps, on a une tonne d'hommages et de très beaux articles. Et moi, je suis souvent émue par les articles qui rendent hommage, donc j'essaierai de vous sélectionner celui qui m'a plus touché pour vous demain. Et bien sûr qu'on parlera de Jean-Paul Belmondo demain. C'était bien, ouais, vu ce qu'il faisait à l'époque. Ouais, je pense. Ouais, par le Botticelli. Ouais, c'était bien vu ce qu'il faisait à l'époque. Si je conviens bien à la question. Qu'est-ce qui était bien? Le fait de représenter de manière différente. Hein, je pense que c'est ça la question. Oui. Surtout, ouais, il a marqué son temps d'une certaine manière. Et ça, c'est plutôt chouette de le remarquer. Voilà. Alors, sinon, ouais, on va pouvoir faire une petite pause dans une revue pour ados que j'aime bien. Je crois qu'elle sort tous les 2 mois. Je n'aimerais pas vous dire de bêtises. Qui s'intitule Kezako Mundi. Ouais, l'aspect un peu féministe dans un monde un peu barbare, fin Moyen-Âge. Exactement, t'as tout résumé, merci beaucoup. Bravo Whisky 337. C'est exactement ça. Exactement, un monde un peu barbare, hein, faut le dire, c'est vrai. Fin, voilà, Renaissance, fin Moyen-Âge, Renaissance. Ou un monde régi aussi par les hommes. Et justement, où les hommes étaient les critères aussi de beauté, c'est ce qui nous est dit. Hein. Donc oui, effectivement, c'était plutôt bien et c'était complètement pas dans les normes de l'époque, quoi. Kezako Mundi, on va pouvoir s'y balader quelque peu. Il y a notamment un dossier intéressant sur ces ados qui ont choisi de ne pas être connectés. Ben oui, parce qu'il y a plein d'articles sur les ados qui sont hyper connectés, les réseaux sociaux, ils sont accros, tout ça, c'est vrai, c'est la norme. Mais finalement, on entend peu parler des ados qui ne veulent pas être connectés, qui ne sont pas connectés. Et le dossier qu'on va lire est plutôt intéressant parce que c'est un point de vue qu'on a peu abordé quand même dans les revues. Donc, allons-y, on va pouvoir aller voir ça. Je vais me connecter au magazine et je suis à vous tout de suite. Une petite musique, et si vous avez de la chance, un petit passage à la flûte de Pan. Rien que pour vous. Voilà, avec un petit glouglou en fond, je sais pas si c'est pas trop entendu, mais oui, quand on parle beaucoup, il faut boire au boulot. Et ça y est, ma voix n'a plus l'habitude, il faudrait que je fasse des petits exercices de vocalise. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Parce que là, j'avais plus l'habitude de parler autant toute la journée, et là, avec les élèves toute la journée. Bon, je me suis pas trop énervée aujourd'hui, c'était gentil, mais c'est début de l'année. Mais voilà, ma voix, elle commence à partir, donc ne vous étonnez pas. Ah là là, vous avez tout vu. Ah, malheur à moi. Non, j'essaie de faire discret, ça va. Oui, alors voilà cette revue, on va s'y connecter, c'est aussi sur Caféine, hein. Mais parfois je vous présente aussi des revues papier à l'ancienne, celle-ci j'ai d'ailleurs pas au CDI mais elle est intéressante, je crois que ça paraît tous les 2 mois, de sujets d'actu, ça vraiment parle de tous les sujets possibles, de manière très simple, et franchement je connaissais pas du tout ce numéro, c'est le numéro 50, pourtant ça fait longtemps que ça existe, hein. Mais voilà, je l'ai découvert il y a peu, et franchement pas mal. Alors, on va se balader un petit peu dans le magazine. Ah, déjà, il y a une interview. Alors, moi, j'adore cet auteur, Jovitek. C'est une femme. Et elle a écrit pas mal de romans. D'ailleurs, tous les genres. Hein. Parfois, ça peut être des... Ouais, j'espère que ça va pas bugger. Je vois chargement, j'ai peur. Des romans d'actu. Non, pas d'actu, plutôt d'histoire de vie. Voilà, ça peut être aussi... un peu... Je crois qu'il y avait un roman un peu humoristique aussi qui était pas mal. Je crois que celle qui a écrit... avec une ado un peu sympa comme ça. Ah, mais je vais essayer de me reconnecter, mais pourquoi? Ah non, pas que ça me lâche.
Allez, je croise les doigts. Peut-être que je l'ai un peu brusqué. Et franchement, là, je sais pas combien elle a fait de romans, mais à chaque fois c'est intéressant parce que, en plus, elle prend des sujets qui sont pas faciles à aborder dans les romans, même qui sont un peu casse-gueule, j'ai envie de dire. Ah si, ça lâche. Non, ça va pas lâcher. On y croit à la technique de folie. Je trouve que ouais, faut le faire. Autant elle a écrit parfois des romans un peu plus simples, un peu plus voilà, qui reposent, autant parfois certains sujets qu'elle choisit sont pas évidents. Et c'est le cas de son dernier roman que j'ai pas lu. Je l'ai pris pour le CDI, mais je pense que c'est plus pour les plus grands, un troisième et plus, puisque ça parle des mariages forcés. Ouais, intéressant. J'ai 14 ans, c'est pas une bonne nouvelle, mais oui, forcément, parce que dans certains pays, mais là je crois que le pays n'est pas cité d'après ce que j'ai lu dans l'article. Et bien non, c'est dans un pays dans lequel vit la jeune fille, et bien 14 ans, c'est l'âge où on se marie de force. Et l'idée d'aborder les mariages forcés en littérature de jeunesse, puisque c'est un roman pour la jeunesse, ouais, fallait le faire. C'est ce qu'elle nous dit en fait, c'est pas que c'est tabou, on en parle peu, et pourtant les chiffres sont quand même affolants. Là, il n'y a pas des chiffres exacts, mais elle a lu des témoignages, elle s'est renseignée forcément pour faire son roman, et il y en a plus qu'on ne le croit des mariages forcés. Bon, après, elle n'a pas voulu s'appuyer sur des témoignages véridiques, voilà. Mais elle a lu des essais, et notamment un essai qui a été écrit par une femme du Burkina Faso, qui était assez glaçant, assez fou d'ailleurs. Ultra d'actualité pour le coup, exactement. Et puis oui, dans le même esprit, moi j'avais lu, mais c'est vraiment pour les plus grands, hein, c'est lycée, et puis c'est plus adulte. Le prix Goncourt de l'année dernière ou de l'année encore avant, Les Impatientes, qui parlent de mariage forcé au Sahel. Magnifique roman, mais très dur. Et le fait de l'apporter vraiment au grand public, aux adolescents, je trouve que franchement, ça mérite d'être dit et lu. Donc à voir, j'essaierai vraiment de me le procurer et de le lire, le thème m'intéresse fortement. Et j'aime bien cette interview sans vraiment s'y attarder précisément. Pourquoi? Parce qu'elle parle des rôles des garçons. Ben oui, mais Caronix, merci, mais Caronix nous dit au revoir parce qu'il va aller manger, il nous dit à demain. Oui, bon appétit Caronix, et c'est trop sympa parce que chaque fois que tu passes et tout pour nous dire un petit coucou et nous faire quelques vannes, c'est super sympa, merci. Bon appétit, puis à demain. Et puis je reviens voilà dans cet article et ouais, on parle rarement des rôles des garçons. Alors, c'est vrai que c'est bien de parler des femmes et même dans le féminisme, il ne faut pas avoir peur du mot féministe. Des fois, ça fait peur, parce que c'est radical et tout. Mais le féminisme, c'est aussi une affaire d'hommes, hein, de garçons. Et les garçons font partie intégrante du féminisme. Et c'est ce qu'elle dit, en fait, Jovitek. Elle nous dit le rôle du garçon est très important aussi. L'école est de plus en plus présente aussi. Et c'est grâce à ça qu'on avance. Et les jeunes garçons qui font des études et qui ont accès aux nouvelles technologies, aux modes de vie mondiaux, évoluent avec ces filles-là. Et je pense qu'il y a plein de garçons dans le monde qui subissent aussi la domination masculine et ce patriarcat. Patriarcat, c'est vraiment des sociétés dominées par le père, un peu à l'ancienne, hein, tout à fait insupportable. Donc il faut aussi parler du rôle des garçons. Et du fait aussi qu'il y ait de plus en plus de garçons qui sont engagés aux côtés des filles dans l'égalité de genre, dans les combats qu'elles peuvent mener. Donc je trouvais que c'était un point de vue qui était hyper sympa, hyper intéressant, parce qu'on en parle peu finalement des garçons qui sont là. Ils ont toute leur importance. L'éducation des garçons aussi, bah oui. On éduque souvent les filles, voilà, on a tendance à leur dire, leur dire un petit peu ce qui va les attendre, hein, dans ce monde pas top quand on est une femme. Mais on pense rarement à l'éducation des garçons, et pourtant c'est peut-être la clé aussi. Mais c'est mon point de vue, mais c'est le point de vue aussi de Jovitek. Donc ouais. Je vous en reparlerai de ce roman, vraiment j'ai envie de le lire. Est-ce que je craquerai pas ce week-end? Peut-être. J'irai en librairie pour voir si je peux me le procurer. Ouais, alors il y a un petit... Ouais, c'est une catégorie homme-femme aussi, toujours dans Kezako Mundi. Et là, on s'intéresse à Alice Guy, une pionnière du cinéma. Jamais entendu parler. Et pourtant, elle était aux côtés des Frères Lumière quand l'industrie cinématographique est née. Donc voilà, méconnue encore aujourd'hui. Ouais, voilà, le féminisme pour moi, hein, c'est pas juste la condition de la femme, nous dit Bravo Whisky 337, mais la justice et l'égalité de tous, peu importe l'âge, l'origine, la religion, l'orientation. Donc ça concerne tout le monde exactement. Encore une fois, tu as très très bien résumé la chose, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on a tendance à penser absolument à manifestation radicale, ça fait peur et tout. Mais non, ça concerne tout le monde et bien sûr que c'est un mot qui n'est pas un gros mot, hein, c'est clair. Je sais pas ce que je fais avec mes cheveux, on va être sur un truc qui ressemble à rien, mais c'est pas grave. Alice Guy, pionnière du cinéma, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Souvent on me dit oui, la culture... Non, j'ai pas la science infuse, je vous rassure, hein. Heureusement d'ailleurs. Et j'en apprends tous les jours, j'ai appris qui était Alice Guy aujourd'hui.
Il faut savoir qu'elle avait même assisté à la présentation du cinématographe, cette fameuse machine, on va dire, machine c'est pas le bon mot, des Frères Lumière, qui nous a permis au cinéma d'être diffusé dans les salles. Et bien cette invention, c'est une révolution pour la jeune femme qui était là à côté des Frères Lumière et qui a demandé l'autorisation à son patron, qui était Léon Gaumont. Gaumont, ça vous dit quelque chose, aujourd'hui encore, on a les cinémas Gaumont, producteur Gaumont aussi, de tourner des petits films pour raconter des histoires. J'aime bien tes cheveux lâchés comme ça. Mais t'es encore là, Caronix, t'es encore là? Oui, c'est vrai que j'ai toujours tendance à les mettre derrière tâcher et tout. Bah ouais, merci pour les compliments. Je prends parce que c'est gentil. Merci, Caronix. Et bon, c'est fou déjà. Elle a dû demander l'autorisation. Mais autant à l'époque, il y avait beaucoup de petits documentaires qui étaient filmés. C'est ce que nous dit l'article. C'est la tendance de l'époque. Et elle a voulu faire des fictions qui ne s'étaient jamais vues en fait à l'époque. Donc en plus, elle a fait des choses en tant que femme et elle a fait des choses qui étaient un peu précurseurs. Donc c'est plutôt pas mal. Elle était tout à la fois réalisatrice, directrice artistique et scénariste. Donc elle lit les scénarios, elle supervise les acteurs, les figurants, même ceux qui préparent les décors. Je repassais vite, mais en même temps que tu fais à manger, moi tu sais que souvent je regardais des streams en faisant à manger. En fait, je posais mon téléphone plus loin. Bon, faut pas que ça grésille trop quand on fait à manger, mais ça m'arrive souvent de mettre un stream en fond et puis d'écouter. Ouais, elle avait vraiment ça dans le sang. Heureusement qu'elle a eu l'autorisation. Et elle n'hésite pas à innover, à créer des films ambitieux. Par la mise en scène, voilà, il faut se dire, on est à l'époque, 1895, quoi. Et puis début du 19e, donc c'est assez fou. Donc forcément, c'est pas les effets spéciaux d'aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était assez dingue. Et on lui doit l'un des premiers péplums. Péplum, voilà, qui dit péplum, c'est un film... un peu, comment on pourrait définir le péplum? Un film de héros, quoi, où c'est, vous avez, là par exemple, la naissance, la vie et la mort du Christ, péplum par excellence. Et voilà, en plus elle a beaucoup suivi les découvertes, les progrès techniques, elle a combiné le phonographe, l'utilisation combinée du phonographe et du cinéma, elle crée les phonocènes, les premiers clips en fait. Bref, on lui doit plein de choses, des choix esthétiques, par exemple gros plan, fondu enchaîné, pour ne citer que. Donc même au niveau technique, elle a assuré. Excusez-moi, mais qui est cette femme qu'on ne connaît pas? C'est assez dingue. Voilà. Et après, elle part vivre aux États-Unis. C'est vrai qu'il se passait beaucoup de choses aussi aux États-Unis, notamment des compagnies qui bossaient beaucoup sur le cinéma. Mauvaise gestion réalisée par son mari, parce qu'elle a travaillé avec son mari. Mène leurs affaires dans le monde du cinéma à la ruine. Elle rentre en force divorcée. Enfin, elle est divorcée dans les années 20. Il faut le faire avec ses 2 enfants. Mais elle ne retrouve pas sa place dans le monde très masculin du cinéma. J'ai envie de dire, c'est toujours un peu la même chose aujourd'hui. Et sachez qu'il y a une autobiographie qui est parue. Donc, franchement, j'essaierai de me la procurer. Ça m'a donné trop envie. Mais quel portrait de femme! Assez hallucinant. Mais ouais, la bosse. Bosse de ouf, quoi. Franchement, c'est assez hallucinant. Bref, j'ai appris un truc aujourd'hui, je suis trop contente. Je suis hyper curieuse, donc quand j'apprends un truc, je suis trop contente. Je suis comme une gamine. Je dis, elle a appris un truc super sympa. Et puis le dossier, puis on s'arrêtera là après pour la revue Kezako, même s'il y a plein d'autres choses dans cette revue qui sont à relever. Et un zoom sur ces ados à contre-courant qui refusent d'être sur les réseaux sociaux. Ça arrive, mais oui, ça arrive. On a beaucoup d'articles, parfois un peu dramatiques aussi, mais c'est vrai qu'ils sont tellement accros, on ne peut pas le nier, aux réseaux sociaux, que beaucoup d'articles nous brossent des portraits d'ados hyper connectés, en bad. Oui, c'est vrai, il y en a. Mais il y a aussi des ados qui, finalement, ne se voient pas sur les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que les chiffres, par contre, ils sont impressionnants. Combien est-ce qu'on a les chiffres? Est-ce qu'on a des chiffres des ados sur les écrans? Je crois que c'est marqué juste en dessous. On va voir. Bon, déjà, ils sont sur les réseaux sociaux. Je pense que j'en aurai après. Ceux qui y sont, forcément, ils sont sur Instagram, sur Snapchat et sur YouTube. TikTok qui monte très rapidement, notamment pour les plus jeunes. Il y a beaucoup de filles qui sont dessus. D'ailleurs, petite parenthèse, attention, TikTok au niveau des paramétrages, de la vie privée. Des gars chelous qui vous contactent quand vous êtes une jeune fille. Il faut faire attention, ça c'est vrai. Voilà, problème rencontré sur Internet, là, 19%, mais il y en a qui ne rentrent pas dans les études. Rencontre avec des inconnus, disputes, harcèlement, oui, forcément, il faut en parler de ça aussi. Il y a le pire, le harcèlement. C'est très très facile d'être harcelé par les réseaux sociaux, de cracher sa haine sur les réseaux sociaux dès qu'on est derrière les écrans. Se faire voler ses données personnelles, on en parle de plus en plus. Ça, c'est vrai que c'est pas un sujet
qui revient le plus, les données personnelles. On parle beaucoup du harcèlement. Heureusement qu'on n'a pas d'ailleurs du harcèlement parce qu'il faut lutter contre ça. Et le fait de voir publier des photos d'eux à leur insu. Ça, c'est vrai, attention, c'est important. Ah, un livre intéressant sur le harcèlement. Du coup, rien à voir avec la SF ou quand même un lien avec la SF, harcèlement SF, puisque Caronix était plutôt spécialisé en lecture de SF. Ouais, voilà. Ah, voilà, c'est 96,17% des filles âgées de 15 à 18 ans ont un compte au moins sur un réseau social. 95,31% des garçons du même âge, donc c'est assez fou les âges. Bref, ça c'est pour situer la norme. Et à côté, il y a ces ados, pardon pour le petit couac là, qui ne souhaitent pas être sur les réseaux sociaux notamment. Alors il n'y a pas de profil type d'ados déconnectés, mais ça s'avère plus facile quand même dans une famille elle-même un peu déconnectée. Mais c'est vrai qu'il y a beau dire, c'est vrai que si on est souvent nous-mêmes sur notre téléphone, les enfants vont vouloir être sur le téléphone. En tout cas, il y a une culture un peu du téléphone, des écrans, c'est vrai. On ne peut pas y échapper. Moi, j'avoue que je suis un peu comme ça, j'essaie de faire gaffe quand même. Mais c'est pas facile, hein, il y a un côté un peu addict quand même. Mais bon, j'essaie d'attendre un petit peu le soir. Mais je fais partie de ces gens qui sont quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, qui après, je me dis, mais pourquoi j'ai passé 1 heure à regarder des stories Instagram alors que j'aurais pu lire un bouquin, par exemple. Mais oui, c'est possible. Aussi jeune, ça m'étonne quand même. Ben oui, c'est ça. Ben, de plus en plus jeune, hein, en plus c'est 15-18, mais je pense que si on prend des chiffres à moins de 15 ans, il y en a plein. Hein. Ça se rapprocherait un petit peu de ça. Cybercrime de Pierre Benalba, je connais pas du tout. Mais peut-être il y a un petit peu de SF là-dedans. Ça peut être pas mal. Ouais, alors déjà, il y a des parents qui refusent que leurs enfants aient un smartphone et soient sur un réseau social. C'est dur en plus, ça, franchement, c'est dur. Voilà, ma fille de 5e, maman, le téléphone, parce que tout le monde a un téléphone. Et après, une fois qu'il y a le téléphone, voilà, limite, parce que moi je suis la mère relou, hein, qui limite, le téléphone, il doit être sur la table de la cuisine la nuit et tout, machin. Voilà, mais oui, 5e, ben voilà. Et pour être un réseau social, c'est dur en fait, parce que on se dit, on n'a pas envie que nos enfants soient sur le banc de la société s'ils ne sont pas connectés à un réseau social. On se dit que si on interdit, ils vont y aller en douce, ça va être pire. Il faut peut-être mieux éduquer et accompagner. Hein, ça, c'est ma théorie, mais voilà. Bref, il y a plein de questions qu'on se pose, mais voilà. Et puis, il y a ceux qui choisissent simplement de ne pas y être. Et c'est pas très courant. Alors, il y en a qui craignent que leurs données personnelles soient divulguées. C'est vrai, c'est hyper facile d'avoir des données qui se baladent comme ça. Il y en a qui n'ont pas envie d'être jugés ni d'étaler sur leur web chaque moment de leur vie. C'est vrai qu'il y a un moment... Pourtant, c'est vrai, mais après les ados, ils sont dans cette période où ils ont envie de s'exprimer, de se montrer. Et ça fait partie de ces nouveaux modes un peu d'exposition de l'intime. Hein, mais voilà, mais c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas envie non plus de ça. Donc c'est vrai. J'espère qu'elle me remerciera plus tard. J'espère que plus tard, elle me dira merci. Comme je dis merci maintenant à ma maman pour tout ce qu'elle m'empêchait de faire. Je me rends compte que je deviens la même. C'est un peu relou comme ma maman à l'époque. Du genre, tu sors pas à moins de 1 km de ton domicile, tout ça. Non, mais c'est un peu pareil, hein, c'est vrai. Ils se cherchent, donc ça fait partie de l'adolescence, c'est vrai, c'est obligé d'une certaine façon. Et voilà, c'est partie du processus de l'adolescence, si on est en psychologie de l'adolescent, de se montrer, voilà, c'est normal. La raison aussi, c'est aussi la violence et moquerie, parce que ça peut être hyper violent. En plus, c'est partager, repartager à l'infini. Et puis, prendre le temps de faire autre chose. Ah, merci, ça, c'est trop cool, c'est vrai. Ça, je rejoins ça. Par exemple, Lilian, 13 ans, qui dit aucune raison ne me pousse à y aller. Je ne vois pas réellement d'intérêt à écouter, lire, voir la vie des gens, puisque j'ai déjà la mienne et celle de mes amis. Donc, ça arrive, oui, il y a des jeunes qui se contentent de ça, c'est déjà pas mal. La vie de chacun est différente, alors idéaliser la sienne, puisqu'on sait que sur les réseaux sociaux, c'est une image un peu édulcorée de la vie, hein, en essayant de vivre celle des personnes connues sur les réseaux sociaux, aussi par procuration. C'est vrai, c'est un petit peu comme de ne pas vivre sa vie réellement. C'est beau, c'est hyper mature de dire ça à 13 ans, c'est pas évident. Comment est-ce qu'ils vivent ça donc bien sûr, hein, c'est des propos qui sont retranscrits avec des spécialistes, tout ça. Alors ils disent quand même qu'ils sont un peu déconnectés de ce qui se passe un petit peu dans le monde, mais d'un autre côté ça leur a permis de se forger une opinion sur ce qu'ils vivent, de voir les choses différemment, surtout de vivre leur vie sans la pression, parce qu'il est vrai qu'il y a une pression sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit parfait, il faut qu'on soit beau jour, il faut qu'on publie le plus possible, il faut qu'on ait plus de likes, plus de partages. On est dans cette sorte de concurrence à tout prix. Dans la fin de l'ouvrage, mais c'est ce qu'ils font souvent dans les ouvrages qui parlent de harcèlement, du cyberharcèlement. C'est un dossier à la fin avec le numéro, les numéros utiles.
puisque ça fait le lien avec le sujet du livre. C'est qui font... Ah, la chronique est sur mon blog. Ben, j'irai voir. Très franchement, j'irai voir. J'aime bien aller voir les chroniques de livres. Donc, ouais, j'irai sans faute, Caramix. Mais après, en même temps, on ne peut pas nier l'importance des réseaux sociaux dans certains domaines. Par exemple, lui, Lilian, toujours ce même Lilian, il veut travailler dans le monde de la musique plus tard. Il va falloir qu'il y passe là-dedans, mais pour l'instant, il a le temps. Ouais, et les digital detox sont en vogue. Et ben oui, j'ai fait ça cet été. Pendant une semaine, 15 jours, j'essaie d'y aller un petit peu moins. Même si j'étais quand même à la montagne à Zelp et que cette année, il y avait le Wi-Fi. Les années précédentes, non. Donc, j'étais moins déconnectée. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est très en vogue. Et vous savez que même les grands cas des GAFA, là, de ceux qui travaillent à Google, Amazon, enfin, les géants de ce qu'on appelle la Silicon Valley, que c'était un endroit en Californie où tout se passe, voilà, au niveau technologique. Ils font ce qu'on appelle des digital detox. Ce sont des cures de détox digital. Et c'est hyper important parce qu'on peut devenir addict. Et on a ce qu'on appelle le technostress. Mais à fond comme ça. Oh, et merci d'avoir été là. Bravo Whisky, je vous dis, ce n'est pas le chat à côté qui s'en va. Merci, si tu repasses, c'est encore plus cool. Et c'est chouette d'avoir interagi dans le chat, c'est super chouette. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Moi, je suis pas tardée non plus après, parce que normalement l'objectif c'est 19h30, il est 29, donc voilà, comme d'hab, je vais déborder. Mais ça fait c'est l'histoire de ma vie, voilà. 15-20 minutes, le temps que ça cuise. Ah, mais tu vois, bah oui, tu fais comme moi, t'écoutes des streams quand tu cuisines. Mais oui, mais ça, c'est moi aussi. Après, il faut pas qu'on cuisine, qu'il y ait des enfants en plus en fond, qui braillent, on les adore, mais souvent en fin de journée, c'est ça. Pour que ce soit faisable, mais a priori, c'est possible. On finit juste là-dessus. Le même Kezako, bah oui, on le voit de plus en plus, mais on sait pas toujours ce que c'est. Ce sont des détournements le plus souvent humoristiques de photos, vidéos, tableaux qui sont devenus viraux sur la toile, c'est-à-dire que ça se partage, ça se repartage à l'infini. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'article nous en donne l'origine et que ça peut remonter en 1976 dans le livre Le gène égoïste, où Richard Dawkins, un biologiste, qui a choisi cette combinaison de gènes et de mimésis pour sa ressemblance avec le mot français mème, et parce qu'il estime qu'un mème se compose comme un gène, c'est-à-dire qu'il se transmet de génération en génération pour un gène d'un individu à un autre pour le même, et peut muter, je ne sais pas si je vous ai perdu, mais c'est ça l'idée, c'est-à-dire se transformer au gré des réappropriations par les internautes pour le même par exemple. Donc on parle de même, mais ça a un but, un sens. Et on peut remonter, en ce qui concerne son origine, à 1976, donc c'est assez fou. Dommage pour toi. T'as ton chéri avec tes petits-enfants. Ben oui. Et oui. Et en plus, là, il gère de ouf. Merci, parce qu'il s'occupe des enfants en fin de journée, cette période assez cruciale dans une journée, puisque les enfants sont à fond, sont au taquet en fin de journée, et que moi, je suis là tranquille à streamer avec vous. Donc, bravo à lui. D'ailleurs, vous pourrez peut-être entendre un peu Oscar derrière, parce qu'il a envie d'être là avec son papa à la cuisine, et on peut l'entendre un peu derrière. Bref, voilà, le même, il y en a plein, forcément, il y en a plein. Les plus connus, ce sont ceux qui ont un lien avec la famille Stark dans la série Game of Thrones, mais je suis à la saison 5. Attention, après tout le monde, je regarde Game of Thrones. Ben voilà, mon chéri m'a initié cet été, j'avais tenté de regarder plusieurs fois la première saison, et ça y est, je suis en fin dedans, il m'a tout expliqué, les familles, les trucs, les machins, et vraiment, c'est super, c'est trash, faut pas se mentir, c'est vraiment pour les plus grands, s'il y a des ados qui m'écoutent, bien sûr, mais c'est vraiment bien. Il y a plein de mèmes autour de la série Game of Thrones, ou alors de la série Walking Dead aussi, que je n'ai pas fini la série Walking Dead parce que c'était trop pour moi. Lucifer, ça sort dans 4 jours, la nouvelle saison. On m'a trop parlé de cette série qu'il faut que je regarde. C'est la saison finale, il me semble, de Lucifer qui va sortir. Il me semble. Oui, on est sur des trucs qui ressemblent à rien. Voilà, des trucs qui ressemblent à rien. Allez, on va faire ça comme ça. Tu as 11 saisons, ouais, c'est ça. Et la dernière saison, 11 saisons de... Ah, mais j'arriverai jamais à rattraper. Déjà que là, je rattrape Game of Thrones. J'avais trop envie de regarder aussi une série qui s'appelle Cher, avec Sandra Oh sur Netflix, en directrice d'université américaine. Faut trop que je regarde. C'est ma prochaine série que je vais voir, mais là... Ouais, l'auteur a fini ses bouquins. Donc, ouais, mais 11 saisons, mais j'arriverai jamais à rattraper mon retard, c'est pas possible. Mon conseil culturel maintenant, rapidos, on va pas s'attarder dessus, mais c'est sympa. Quand même, je voulais vous le partager, notamment s'il y a des ados plus jeunes qui écoutent le stream en différé. Ça peut être sympa de manière, par rapport à la manière dont les enfants dans le monde vont à l'école, qui n'est pas du tout la même chose que chez nous.
Il y a une petite série qui existe et qui est vraiment pas mal. Et je vais vous y mener tout de suite. Une petite musique rapidement, quelques secondes et je suis à vous. Voilà, bon rapidement, pendant 5 minutes, je voulais vous parler. Ah, ça bug un peu. Ça bug un peu, je vais fermer des choses. Vous le savez, hein, je vous l'ai souvent dit, on n'est pas du tout sur une technique, sur du matériel de folie de streamer pro. On est sur du matériel bien recyclé, informatique, qui date. Donc voilà, plein de trucs un peu galères, mais bref. Donc ça bug un peu, mais ça devrait tenir pour les 5 dernières minutes de mon stream. Je voulais vous parler de cette mini-série rapidement qui s'intitule est-ce que je l'ai reçu? Est-ce que je l'ai vu? Qui s'intitule Sur les chemins de l'école. Non, les chemins de l'école. Et c'est plutôt pas mal parce que ça nous montre que ailleurs dans le monde, il y a des enfants qui vont à l'école, mais c'est pas du tout comme nous. C'est parfois compliqué et surtout l'école, elle a une raison d'être qui est peut-être différente parfois d'ici. Sans faire, hein, je vous avais dit ça en rigolant au début du stream, mais sans faire la fille qui veut faire absolument de la morale, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'ados ici qui râlent, je veux pas me lever pour aller à l'école, mais c'est une chance, mais oui, c'est une chance d'aller à l'école. Certains dans le monde ne peuvent pas ou font des kilomètres pour y aller, et c'est le cas des enfants qui font l'objet de cette mini-série qui s'intitule Les chemins de l'école. Ceci dit, en parallèle, il y a eu un livre aussi, mais qui est plus dispo, mais peut-être on le trouve dans les CDI, Sur le chemin de l'école, qui reprend le portrait de ces enfants qui vivent soit en plein milieu du désert, soit au plus profond de la toundra, à flanc de montagne, et leurs parents, bien souvent, n'ont pas d'argent. Ils ont besoin d'eux pour travailler à la maison, hein, ils ont besoin des enfants. Et aussi, le chemin qui mène à l'école est redoutable. Parfois, il faut des kilomètres et des dénivelés de ouf. Il y a des dangers. Et partout, à travers le monde, des dizaines de milliers d'enfants se battent chaque jour. C'est vraiment un combat, en fait, hein, pour rejoindre coûte que coûte leur école, puisque, en fait, ça va leur apporter beaucoup. C'est une raison d'être inimaginable pour nous, hein, face à une adversité de tous les instants aux 4 coins de la planète. C'est des héros de la vie quotidienne, ces enfants-là. Ils sont déterminés, ils sont courageux, ils ont une volonté de se construire une vie adulte, une autre vie que celle de leurs parents. Et c'est vraiment un modèle là, de vitalité. Donc il existe un roman et surtout aussi un film qui existe en DVD. Peut-être vous pouvez le trouver aussi sur les offres numériques, hein, des bibliothèques. C'est ce genre de film qu'on peut trouver sur les sites des médiathèques auxquels vous êtes peut-être inscrits. Qui est très bien, je l'ai vu à l'époque, hein, ça date. Là, il est actuellement disponible, c'est vrai que c'est difficile de se le procurer, ou d'occasion peut-être, ouais, c'est d'occasion. Et il existe aussi des mini-livres qui reprend chez Nathan, qui reprend portrait par portrait de ces enfants qui vont à l'école de manière autre dans le monde. Et voilà, il existe cette petite mini-série sur le site de Lumni, qui est une plateforme éducative, hein, mais qui est vraiment plutôt chouette. Et vous pouvez prendre connaissance de certains enfants, et c'est vraiment assez dingue. Voilà, par exemple, à Mayotte. Mayotte, hein. Voilà, on n'en parle pas beaucoup de Mayotte, mais la population est très pauvre. Il y a des bidonvilles encore à Mayotte. Oui, vu à la télé. Ouais, en plus, ils rediffusent. Alors, ils rediffusent, je sais pas si c'est là diffusé actuellement, je sais pas. Mais c'est fort possible. Si c'est le documentaire en entier ou cette mini-série, mais voilà. Mayotte, on n'en parle pas, mais c'est des conditions assez folles. Sanitaire aussi, d'éducation également. Il y en a qui vivent dans des bidonvilles. Ben oui, il y a des bidonvilles à Mayotte, hein, c'est possible. Et là, c'est le portrait de Nasta qui marche seule dans ce labyrinthe de tôle ondulée pour aller à l'école. 1h30 passée dans la poussière d'un chemin de terre, il faut être impérativement à l'heure à l'école. Voilà, 80% des élèves viennent des bidonvilles. C'est fou. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer quelques images. Un monde à un autre sont à 9 ans une grande aventure quotidienne. Le chemin est un dédale, 1000 occasions de se perdre, d'oublier un virage ou de déchirer sa sandale sous une racine. Ça, c'est le chemin de l'école. Et après, je crois qu'on va voir l'école. Ils sont tous là. Classe, Nasta rayonne enfin. Comme si elle quittait là le drame de sa vie de petite fille sans papier. Votre Marion est une bonne petite élève.
Et en fait, ce qui est beau dans ces portraits, c'est que ce ne sont pas des portraits où vraiment c'est dans le drame. Alors qu'en fait, les enfants vivent très souvent des situations dramatiques. Ce sont des beaux portraits, un peu d'espoir, et où vous avez ces enfants. Alors elle dit la petite fille rayonne, mais en fait, oui, ils rayonnent. Ils rayonnent tous, en fait, dans ces reportages, parce qu'ils sont tellement heureux d'aller à l'école, mais c'est un truc de malade, qu'en fait, ils rayonnent dans ces reportages, alors même qu'ils vivent des conditions dramatiques. Mais on n'est pas dans le pathos, voilà, c'est vraiment beau. Les sacrifices aussi des parents pour payer l'école à leurs enfants. Et puis en plus, voilà, on a des petits détails comme ça qui sont narrés. Par exemple, vraiment leur tenue est très souvent lavée pour que ça soit irréprochable. Voilà, les parents font des sacrifices, ils doivent payer l'école, les fournitures, les uniformes, les tenues de sport. Et William, par exemple, il marche plus de 2h30. 2h30. Et il affronte près de 10 000 mètres. Non, de 10 000 mètres, de 2 000 mètres, mais c'est déjà pas mal, hein, de dénivelé, pour rejoindre avec ses frères et sœurs les seules écoles de la vallée, mais truc de folie, quoi, truc de folie. Voilà, c'est les conditions de vie, hein, là-bas, voilà, c'est du travail William et son frère Wilbert manuel. sont les deux aînés. Quand il s'agit de construire une pièce en plus pour agrandir la maison, ce sont eux qui aident leur père. Ça, c'est leur quotidien. Et après, ils vont à l'école et pour eux, c'est... ganado, aquí yo solo voy a chambear, tienen que estar responsables en la tarea. Sí, yo pregunto cuando se enseña y yo olvido, cuando no enseña bien, yo pregunto cómo es y la profesora enseña así, así. Ajá. Cuando no puedo hacer la tarea, yo enseño con Wilber, digo. Voilà, puis il y a une belle entraide dans la famille, c'est plutôt chouette. Et parfois, du coup, les enfants apprennent des choses à leurs parents. Et les parents sont hyper fiers. Mais c'est trop beau de voir les parents comme ça. Ils sont hyper fiers de leurs enfants. Mais pour que les enfants n'aiment pas la même vie qu'eux, quoi. Voilà, alors c'est classé par continent. Et puis, bah, voilà, beaucoup de choses. En plus, on apprend sur les pays, sur la condition des enfants dans ces pays-là. Et là, en Vietnam, ils y vont comme ça. En Vietnam, ben oui, ils y vont sur l'eau. Aussi, motivation, ambition en Inde, parce que c'est pas évident non plus. Au Népal, hein, pour ceux qui ont peut-être le vertige, et ben ils y vont sur des ponts suspendus à l'école. Et il y a beaucoup de risques, en fait, les routes sont vraiment pas top. On est dans la haute montagne, bien sûr. Ramassage scolaire et conditions météo en Sibérie. Hein. Ouais, c'est pas juste les petits flocons de neige, ou nous dans notre ville, dès qu'il y a 2 flocons, les bus circulent pas. Là, c'est autre chose. Donc, c'est toutes ces conditions-là qui font que aller à l'école pour ces enfants-là, c'est un combat, quoi. Des fois, c'est un réel combat. Donc, super mini-série. C'est à chaque fois 1-2 minutes. Franchement, c'est pas long. Et je trouve que c'est bien. Alors, ok, on va pas culpabiliser, hein, genre relativiser. Pauvres enfants, vous n'arrivez pas à vous lever. Mais c'est bien de voir qu'ailleurs, c'est comme ça. Et du coup, de se dire, juste de réfléchir sur l'école et le fait que, finalement, l'école, ça peut nous apporter tellement et que, effectivement, dans le monde, il y en a qui n'ont pas cette chance-là d'être à l'école. C'est quand même une chance, quoi. Je dis ça à tous les ados qui râlent, mais j'en ai une aussi à la maison, mais bon, râle gentiment. Râle gentiment, bien sûr, parce que c'est la meilleure, c'est ma fille. Voilà pour le stream d'aujourd'hui. J'ai débordé encore et toujours jusqu'à 19h40, c'est pas bien. Je vous retrouve demain, ben oui, pour un nouveau stream. On parlera bien sûr de Jean-Paul Belmondo, puis d'autres sujets également. Je vais m'enfuir comme à chaque fin de stream pour aller rejoindre ma famille. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et puis, merci Kaonix pour tous les compliments. Et puis, votre bienveillance, votre présence, tout ça. Et bonne soirée. Profitez bien de votre soirée. Et on se voit demain. À plus. Merci encore. Bye bye.